Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 246 de Sur la Terre des Hommes. Jonathan Saint-Prof dit le Pierre, comment vas-tu? Ça va super bien, Jay. Comme je disais d'entrée de jeu tantôt avant qu'on entre en ondes, recommencer à temps plein après 4 mois avec un stagiaire, ça a été une grosse journée. Aïe, aïe, aïe. C'était le fun d'avoir ce cheap labor-là, mais là, il faut retomber dans nos vieilles habitudes. Puis ça fait du bien, mais j'ai plus 20 ans. On salue tous les stagiaires du Québec que Jonathan le prof vient de traiter de cheap labor. Alors, on vous salue tous et toutes. Ça fait partie du rite d'initiation. Exactement, c'est un passage qu'on a tous fait, n'est-ce pas, Jay? À manger du spaghette blanc fret avec un peu de beurre, puis oui, c'est ça. Des grilled cheese. Des grilled cheese pour souper, on a tous vécu ça, mais aujourd'hui, ils sont payés un peu, ma foi. Ce n'est pas comme nous dans le temps. Nous devions quêter sur le coin de la rue pour nous acheter quelques protéines, n'est-ce pas? Professeur Roussel, comment allez-vous? Ça va très bien. Bonsoir à vous trois. Bonsoir à tout le monde qui est dans le chat et bonsoir ou bonjour à ceux qui vont nous écouter dans le balado. Absolument. J'en profite pour dire bonsoir aussi là, je parle aux gens du futur. Alors, bonsoir aux gens de Touski TV. Alors, c'est la première fois que j'y pense en début d'épisode. Alors, cet épisode qui est diffusé aussi sur Touski TV le dimanche à 18h. Alors salut à vous de la part de moi-même du passé. Voilà. Messieurs, premièrement, bienvenue. Ce soir, nous recevons un invité de taille, je vais dire ça comme ça. Il s'agit de Webster. Mon cher Webster, comment vas-tu? Oui, ça va très bien. Vous autres, ça va? Oui, ça va très bien, mon cher. Pleine forme. Bien heureux de te recevoir. Ben, content d'être là. Oui, puis merci. Je l'ai dit avant d'entrer en ondes, mais je te le redis. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation qui a été lancée par Jonathan le prof ici présent. Merci d'avoir accepté son invitation pour venir discuter d'un sujet très important. Puis on en parlait aussi hors d'onde, qui est très méconnu. C'est-à-dire l'histoire des Afro-descendants en Nouvelle-France. Alors, l'épisode de ce soir, c'est un épisode de notre série Nouvelle-France qui est rendu, ma foi, à quasiment 5 ou 6 épisodes. C'est rendu. On a quasiment pu appeler ça décoloniser la Nouvelle-France quand je pense à ça. Oui, on pourrait. Oui, on est quand même pas pire pour défaire les mythes, justement, sur l'histoire de la Nouvelle-France. Ceux qui nous écoutent, écoutez l'épisode avec Médéric Sioui sur, justement, la perspective autochtone de la Nouvelle-France. C'est un bijou d'épisode. Oui. Avant de commencer, mon cher Webster, comme je t'ai dit tantôt, je t'ai connu il y a 2 jours parce que nous, on parlait de toi. Et puis moi, je vais te dire, j'écoute pas beaucoup de rap. OK? C'est une confession que je fais. Alors, je te connaissais pas beaucoup. Et puis, j'ai un matin, en faisant ma lecture quotidienne du matin avant mes cours, eh bien, je suis tombé sur ton visage dans un de mes manuels scolaires. Alors, dans mon manuel de secondaire 2, je ne t'avais pas reconnu. Puis là, j'étais allé lire un peu au début du matériel archive de secondaire 2, ta biographie qui est là. Est-ce que tu pourrais un peu te présenter, Webster, à part d'être un artiste, qui es-tu? Oui, ben, je suis un artiste hip-hop du quartier Limoilou, à Québec. Limoilou Stars. Limoilou Stars, born and raised. J'ai commencé à faire du rap en 1995, ce qui fait de moi un des premiers rappeurs dans la ville de Québec. Mais en parallèle du rap, de la culture hip-hop, j'ai toujours été intéressé par l'histoire. Ouais. C'est depuis tout jeune, j'ai toujours eu le nez dans les bouquins. J'étais un rat de bibliothèque. J'arrivais à la bibliothèque quand ça ouvrait, puis ça fermait quand je fermais, littéralement. Ouais, exact. Puis, les madames, les bibliothécaires me connaissaient. Puis, je parle, j'ai comme en 6e année, 5-6e année. Puis, au secondaire, ça allait de mal en pis. J'ai toujours un bouquin sous le bras. J'allais au court de basket avec des bouquins. Fait que mes amis ont commencé à m'écœurer et dire que je connaissais tout, que j'étais le Webster, le dictionnaire anglophone. Wow. C'est donc bien cool. C'est comme si on m'appelle Larousse, là, tu sais.
Oui, exactement. Ou Robert. Ouais, ben c'est ça, au petit Robert, tu sais. Donc, j'ai toujours été friand de lecture, mais beaucoup d'histoires depuis tout jeune. Puis, à l'adolescence, j'ai beaucoup lu l'histoire afro-états-unienne. Tu sais, que ce soit la militance, le jazz. Tu sais, j'ai J'imagine que des des... Frederick Douglass et compagnie doivent être des inspirations. Ah oui, tu sais, j'ai passé à travers tout ça à l'adolescence. Frederick Douglass, Malcolm X, W.B. Du Bois, Eldridge Cleaver, les Black Panthers. Tu sais, c'était mes lectures. Puis, ben, quand il est venu le temps de faire un choix pour le cégep, ben, il y a un nouveau programme au cégep de Sainte-Foy qui venait de débuter, c'était Histoire et civilisation. Fait que je me suis dit, ben, écoute, je vais m'en aller là-dedans. La première cohorte à Sainte-Foy. Puis après, vient le choix de rentrer à l'université, ben, j'étais comme, écoute, je vais aller dans ce que j'aime. Académiquement, on dirait que je suis juste bon là-dedans, le reste, so-so. Ça ressemble pas mal à toutes ceux qui sont autour de la table. Fait que j'étais allé en histoire à l'Université Laval. Puis ce qui est particulier, c'est que rien de tout ça dont on va parler aujourd'hui, je l'ai vu à l'université. Tu sais, quand tu es à l'UNIF, tu as des cours quand même plus approfondis en histoire, que ce soit en histoire canadienne, québécoise ou XY, et je ne vois rien de tout ça. Il n'y a rien du tout. Ben c'est ça, rien du tout. Même pas un mot, même pas le mot esclave, même pas le mot présence noire, rien à rien. Afro, peu importe, là, c'est rien. Exact. Puis c'est en sortant de l'université que je tombe là-dessus. Puis je me suis mis à m'intéresser parce que j'étais déjà intéressé par l'histoire afro-états-unienne. Puis là, je suis comme, attends un instant, ben, il y a une histoire afro-québécoise qui remonte à plusieurs siècles. Il y a une histoire afro-canadienne qui remonte à plusieurs siècles. Fait que je suis vraiment plongé, puis je me suis mis à accumuler tout ce que j'ai pu accumuler en termes de bouquins, de connaissances. Il ne devait pas avoir grand-chose en termes de bouquins. Ben, plus qu'on s'imagine. Tu sais, déjà, il y a Marcel Trudel qui a écrit Deux siècles d'esclavage au Canada français en 1960. Oui, c'est vrai. Republié sous le nom de siècle d'esclavage au Québec, republié en 2004. Et donc, ça, j'ai commencé par là. Et bon, c'est sûr que Trudel a ses angles morts qui sont très larges et lui-même était au courant à l'époque, tu sais, mais quand même, il a fait un travail important. Toutefois, ce qui est particulier, c'est qu'il a compilé les chiffres avec lesquels on travaille encore aujourd'hui, il les a compilés dans les années 1950. Sans ordinateur. Mise à jour. Ouais. Il était tout seul, puis ses notes ont brûlé. Fait qu'il est obligé de tout recommencer. Fait que les chiffres dont on risque de reparler un peu plus tard, mais il faut toujours garder en tête qu'ils ont 70 ans. Tu sais? Mais tout ça pour dire qu'il y a des livres qui sont écrits. Il y a Frank Mackay qui a écrit des livres extrêmement importants à propos de l'histoire afro, surtout afro-montréalaise, mais qui se répercute sur le reste de la province et du pays aussi. Il y a des livres, tu sais, Jacques Vigée, le premier maire de Montréal, puis Louis-Hippolyte Lafontaine, ben, ils ont écrit, c'est les premiers à écrire à propos de l'esclavage ici. En 1859, on écrit un livre qui s'appelle « De l'esclavage en Canada ». Juste pour vous dire comment c'est vieux, de l'esclavage en Canada. En Canada. Donc, c'est tout de 1859 à aujourd'hui, il y a toujours eu comme des petites pointes ici et là, des petits documents dont tu glanes ici et là, pour finalement nous permettre d'avoir une certaine image qui se défloute, si je peux dire, si je peux utiliser ces termes-là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire en recherche pour avoir un portrait qui est beaucoup plus précis. Mais la raison, selon toi, pourquoi il y a tant peu d'ouvrages sur le sujet, sur l'esclavage? Parce qu'on va en parler ce soir, ça commence en Nouvelle-France, ça commence au début de la colonisation, dans le temps, quelques années, je crois que quelques années avant la mort de Samuel de Champlain, le premier esclave noir qui va arriver en Nouvelle-France. D'après toi, pourquoi? Pourquoi qu'on n'en parle pas comme ça? Que dans les livres d'histoire, justement, que tu as coécrit pour le secondaire, pour les jeunes secondaires, pourquoi qu'on n'en parle pas? La gêne de se dire, ouais, on n'est pas mieux que les Américains, parce que nous autres, tout ça, on a un passé esclavagiste. C'est quoi le problème? Ben, il y a plusieurs facteurs. Moi, je parle toujours d'une négation qui a fonctionné.
OK. Parce que quand tu nies quelque chose, tu en parles automatiquement. Fait que, si je dis il n'y a pas eu d'esclavage ici, ben, les gens vont dire OK, esclavage, c'est vrai ou c'est pas vrai ce qu'il dit? Les gens vont vérifier, tu sais. Mais on fait juste ici, en parler. oui, puis en fait, c'est que ça remonte même au début de l'historiographie ici, ça remonte à Garneau. Parce que François-Xavier Garneau, quand il écrit Histoire du Canada dans les années 1840, il va nier l'esclavage ici. Ah oui, il va le nier, il va dire nos ancêtres français n'ont pas cru bon avoir des esclaves afin de conserver la pureté de notre sang. Tu vois? Oh wow, OK, en plus, c'était hyper raciste. Oh my God. Ouais. Et donc, Garneau dit ça, et ça va lui être reproché à l'époque par Vigée, par La Fontaine, qui, dans leur une dizaine d'années plus tard, 15 ans plus tard, quand ils écrivent de l'esclavage en Canada, ils vont quand même dire, mais Garneau, c'est pas vrai, écoute, il y a ces documents-là, il y a ces documents-là, genre, on comprend pas comment tu n'as pas vu ces documents-là, tu sais. Fait que, dès qu'on a commencé à écrire notre histoire, on l'a nié. Ouais. Il y a aussi le facteur que il n'y en a pas eu beaucoup dans notre histoire, comparé aux États-Unis, tu sais, comparé à la Guadeloupe, À la comparé au Brésil. France. Exactement. Donc, il n'y en a pas eu beaucoup, ce qui fait qu'il y a une filiation moins marquée comparée à, admettons, à la Jamaïque ou à la Géorgie, tu sais. Puis, il y a aussi le fait que jusque dans les années 1950, 60, puis l'avènement de l'histoire sociale, ben, l'histoire qu'on trouvait la peine d'être racontée, ben, c'était l'histoire de l'homme blanc de l'élite. Tu sais, on ne parle pas des femmes, on ne parle pas des autochtones, on ne parle pas des paysans, à part pour dire qu'on est ancré dans la terre, mais tu sais, on ne parle pas On aime aller à des l'église, puis c'est très... Mais c'est ça. Donc, on parle des aventuriers. Les femmes, on en parle juste si c'est Madeleine de Verchères, genre, ou Marie de l'Incarnation, tu sais. Puis, il fait que c'est l'histoire religieuse, politique, militaire, puis that's it. Fait que tout ça ensemble fait que finalement, ben, on est encore en train de débroussailler en 2023. Et là, là. Incroyable. Parce que c'est ça que je me demandais, parce que j'ai des questions de mes élèves, des jeunes de secondaire 1 et 2, 13-14 ans. Puis, tu sais, là, on est justement dans le dernier droit de l'année. On est au mois d'avril, début mai. On est dans la reconnaissance des droits civiques aux États-Unis et au Canada, en Occident, dans le fond. Puis, j'ai cette question-là, pourquoi qu'on. Parce que je leur ai dit, de l'esclavage, il y en a eu au Canada. Puis ça a été ça. Ben, pourquoi d'abord dans le livre, Jérémy, qui n'en parle pas? Oui, ben, tu vois, dans Archives. J'étais bloqué, c'est comme. Tu sais, je savais plus quoi dire. Là, c'est comme, ben, je sais pas. Regarde. Ben, on va le demander. Ouais, c'est ça. Stéphane, voulais-tu intervenir avant que je réponde à la question? Ouais, je ne veux pas anticiper sur ce que tu vas dire, mais juste pour nous donner un ordre de grandeur, des chiffres que, par exemple, avance Trudel ou quoi, de combien d'individus on parle? OK, donc en termes de chiffres, Marcel Trudel a répertorié 4185 personnes asservies dans notre histoire au Québec, de 1629 au début des années 1800. Sur ce nombre-là, les 2 tiers étaient des Autochtones, 2683. Le tiers était africain ou afro-descendant, qui était 1444, et 59 qui sont non spécifiés. En tout cas, autour de ces proportions-là. Okay. Toutefois, pour Trudel, tout noir, pour lui, à l'époque, tout noir était esclave. Donc, tout le monde qui croise dans les archives sont esclaves. Il y en a qui ne l'étaient pas, qui vont compiler comme des esclaves, même après que l'esclavage a disparu ici. Après ça, il y a des gens qui n'ont pas été répertoriés non plus. Et donc, en fait, ces chiffres doivent être révisés. Et en ce moment, ça nous donne... C'est un moyen de nous donner une idée, finalement, de l'ampleur versus autre part. On comprend que ce n'était pas quelque chose d'aussi courant. Et pour faire une parenthèse dans la parenthèse, qui est déjà une parenthèse, il y a beaucoup d'historiens jusqu'à aujourd'hui qui ont prétexté le fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de personnes asservies, qu'il n'y a pas eu beaucoup d'esclaves ici par une quelconque supériorité morale de nos ancêtres. Comme tu sais, nos ancêtres étaient meilleurs, c'est pour ça qu'ils n'avaient pas d'esclaves. Il n'en avait pas besoin, c'est ça. Moi, j'appelle ça la théorie de l'ère magique du Saint-Laurent.
Des gens qui, dans les années 1600, 1700, traversent l'Atlantique, ton cousin s'en va en Guadeloupe, toi, tu t'en viens ici, puis tout d'un coup, t'es changé, tu sais. Mais en fait, l'air, il n'est pas magique. Il est froid. Il fait trop froid pour faire pousser de la canne à sucre. Donc pourquoi avoir des esclaves pour les faire pousser? Ben, exact. Donc, notre activité économique ne requiert pas une forte main-d'œuvre. Tu sais, c'est la traite des Le fourrures, commerce des c'est fourrures, la pêche. exactement. Tu n'as pas besoin de 100 personnes pour partir faire la traite des fourrures. Mais si tu as une plantation de canne à sucre, tu as besoin d'avoir 100 personnes. Tu sais. Puis, je veux dire, la canne à sucre, toute société coloniale qui était dans un climat qui le permettait, faisait pousser du sucre. C'était ça, le moteur économique du 18e siècle, l'or blanc. Et donc, ici, même, tu sais, on aura plusieurs fois, tu sais, Bégon, l'intendant Bégon, va écrire au roi Louis XV plusieurs fois pour dire hey, là, laisse-nous le droit d'avoir des esclaves, s'il te plaît. J'ai trouvé des gens qui sont prêts à en acheter 100 au prix du capitaine du bateau négrier. S'ils arrivent à se rendre ici, on va les mettre à profit dans les mines, dans les champs de chanvre. On va les utiliser pour s'occuper des personnes âgées. Donc, entre 1716 et 1721, c'est ce que l'intendant Bégon va écrire. Mais donc, tu viens de nous dire qu'il y avait des restrictions. C'est-à-dire, s'il demandait au roi la permission de faire venir des esclaves, parce qu'il y avait quelque chose qui les empêchait de le faire? Oui, c'est qu'en fait, ce n'est pas une restriction d'un point de vue légal ou réglementaire. C'est une restriction le mercantilisme. Géographique. Parce qu'on est excentré. Donc, pour les bateaux négriers, ça fait plus de sens de traverser vers les Antilles ou vers les 13 colonies ou les États-Unis par le sud. C'est pas rentable. Saint-Laurent est loin. C'est loin, c'est escarpé, c'est pas facile. Pas beaucoup. Si on y va vraiment au côté business de la chose, il n'y a pas beaucoup d'argent à faire un détour vers la Nouvelle-France. Exact. C'est un petit marché. C'est plus long se rendre. Le fleuve Saint-Laurent est navigable qu'une partie de l'année. Puis, tu sais, plus ton... Il est difficile à... Oui. Puis plus le voyage... Excuse-moi. Ah oui, les hauts fonds. Ben oui. Puis plus le voyage est long, plus les gens meurent à bord. Ouais. Et la dite cargaison, entre guillemets, et les marins. Et donc, ça ne sert à rien de se rendre jusqu'ici. Puis c'est un tout petit marché, puis c'est un marché qui n'est pas réputé. Donc, il n'y a aucun capitaine qui se dit hey, tu sais quoi, je vais remonter jusqu'au Québec, voir s'ils vont les acheter. C'est pour ça que Bégon a dit à Louis XV hey, dis-leur de venir vers ici, on va les payer, puis tout. Puis finalement, ben, je ne sais plus c'est quelle guerre qui arrive à ce moment-là, puis ça repousse, puis il y a des changements administratifs au sein de la compagnie, je pense des Indes occidentales, je ne sais plus. Mais dès les années 1680, Brisé de Denonville, le gouverneur, va demander au roi Louis XIV de nous en envoyer. Puis Louis XIV est comme, pas de problème, mais assurez-vous qu'ils puissent survivre à l'hiver. Parce qu'à l'époque, on s'imagine que des Africains ne vont pas survivre à l'hiver. Ils sont comme, ouais, mais là, vous les achetez, puis ils meurent, ça ne sera pas rentable, tu sais. Fait que de 1680 aux années 1720, on a des gouverneurs, des intendants qui vont écrire plusieurs fois aux deux rois de France, Louis XIV, Louis XV, pour qu'on puisse en avoir, mais c'est trop compliqué. C'est pas la bonne vertu, c'est juste la... Oui, ben c'est ça, c'était pas l'art magique. C'est pas le fait d'être de bons catholiques en terre d'Amérique qui fait en sorte qu'on n'en voulait pas. Mais moi, j'ai une question pour toi, Webster. Est-ce que le fait que l'agriculture, c'était surtout le régime, c'était sous le régime seigneurial que ça fonctionnait, que la part des esclaves n'aurait rien donné? Parce que, tu sais, on s'entend que c'était un seigneur avec ses censitaires, et puis on s'entend que les censitaires ne peuvent pas avoir... Ils faisaient pas mal le travail, c'est ça. C'est ça, ils peuvent pas... Ils ne peuvent pas construire une maison pour leurs esclaves, les nourrir, les vêtir, les chauffer pour l'hiver. Ça ne marche pas non plus. En fait, c'est qu'il y en a qui ont été réduits en esclavage en milieu rural. Okay. Donc, selon les chiffres de Trudel, toujours, 40% est en milieu rural, 60% en milieu urbain. Donc, il y en a qui ont fait cette job-là. Il y en a qui étaient là. Toutefois, puisque l'agriculture n'est pas notre moteur économique principal, ben, c'est pas nécessaire comparé à... Et c'est pour ça, en fait, que principalement, les personnes asservies le sont en milieu urbain, sont dans les maisons, sont des esclaves qui sont des domestiques. Et surtout que, comme tu as dit tantôt, mais on n'a pas développé là-dessus, surtout en même temps, dans les années 1680, entre 1680 et 1700,
c'est la fameuse crise du castor en Nouvelle-France. On n'a pas besoin, mettons, d'esclaves pour aller dans le bois pour des fourrures. Déjà qu'on essaie de ramener les coureurs des bois vers les je vais dire entre guillemets, les grands centres, là, parce qu'on n'a plus besoin de fourrures, fait que c'est vrai qu'on n'a pas besoin. T'avais-tu une question, Joe? Je t'ai vu, non? Non, au contraire. Je trouve ça vraiment intéressant. Oui, J'essaie de me rappeler la question que tu avais posée, puis que je t'ai coupé. Que tes élèves t'ont posé. OK, oui, c'est vrai. Oui, le mouvement des droits civiques. Oui, Oui. exact. Donc, on referme une couple de parenthèses. La deuxième parenthèse, pourquoi on n'en parle pas dans les manuels scolaires au secondaire? Plus que ça. Ben, tu vois, donc, dans Archives, moi, j'en ai parlé. Parce que quand admettons, tu sais, souvent, bon, de plus en plus, on célèbre le mois de l'histoire des Noirs dans les écoles. Puis, ben, les jeunes vont faire des travaux sur Rosa Parks, Martin Luther King, Nelson Mandela. C'est très classique. Très bien. Mais on a toujours ce sentiment d'extériorité par rapport à l'histoire noire. C'est comme si l'histoire noire appartient ailleurs. Ça appartient aux États-Unis, ça appartient à l'Afrique, mais on n'arrive pas à connaître notre histoire afro-locale. Donc, il y avait Ella Desmond, maintenant qu'on connaît un peu plus, parce qu'ils sont nos billets de 10 $. Mais combien de militantes et de militants on a oublié, dont on ne parle pas? C'est une histoire qui est encore extrêmement nichée. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense à Afriqueville, exemple. Personne connaît Afriqueville. Et pourtant, c'est bien un élément important de l'histoire, ça serait ça. Exact. Et donc, cette histoire est tellement nichée que c'est pour ça un peu tous les projets que je fais, j'essaie de démocratiser l'accès à cette histoire-là. Donc, je le fais à travers des expositions, des podcasts, des visites guidées, des conférences, des chansons, des livres jeunesse. Donc, tout ça pour rendre accessible cette histoire-là. Parce que les bouquins existent, mais c'est des bouquins un peu secs. Si t'es pas passionné par cette histoire-là, ça peut être long, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, c'est une histoire qui a été oubliée, négligée, et donc c'est difficile de creuser quand tu sais pas où poser ta pelle, tu sais. Et c'est comme ça, finalement, qu'on a un oubli volontaire qui est passé à un oubli, finalement, ancré en nous, tu sais. Donc, c'est un peu tout ça qui fait qu'on n'en parle pas. Mais on a eu un mouvement des droits civiques ici aussi. Les gens se sont battus dès le début du 20e siècle, jusqu'à aujourd'hui, en fait. Mais ce qui est particulier, contrairement aux États-Unis, c'est qu'ici, techniquement, quand on parle des Afro-Canadiennes, Canadiens, techniquement, depuis le 19e siècle, tout le monde a les mêmes droits. Tandis qu'aux États-Unis, il y a des lois qui ont été passées, comme, admettons... Jim Crow. C'est ça, les lois Jim Crow. Tu n'as pas le droit de t'asseoir en avant de l'autobus, il faut que tu t'assoies en arrière, etc., etc. Donc, quand est venu le mouvement des droits civiques, les Afro-États-Uniens ont eu une prise conceptuelle pour combattre. On dit, cette loi-là, il faut la changer. Cette loi-là, il faut s'y attaquer. Donc, il y avait un truc commun pour se rassembler, on pourrait dire, ou s'unir dans une cause commune. Oui, puis il y avait des cibles à viser. Tandis qu'ici, puisque techniquement, tout le monde est sur le même pied d'égalité, mais c'est la manière dont les lois sont appliquées, ou les droits et privilèges sont appliqués qui changent. Toutes les fois que les Afro-Canadiens sont allés devant les tribunaux au 20e siècle, dans la première partie du 20e siècle, ben on a toujours, les juges ont prétexté la liberté de commerce versus le droit de la personne. Ce qui fait que ça a rendu le mouvement des droits civiques difficile ici, où les gens se sont battus, sont allés devant les tribunaux, ils ont manifesté, ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais il n'y avait pas une loi à pointer du doigt. Pour les Afro-Canadiennes, Canadiens, parce que pour les autres, les Autochtones, on a la loi sur les Indiens, XY, donc c'est différent. Hein? Juste là-dessus, si je comprends bien, donc en fait, la présence des esclaves donc remonte au début du 17e siècle, je comprends bien. Donc, c'est ça, exact. Donc, dès l'époque de Champlain. En fait, ce qui fait que avec les Autochtones d'abord, puis les colons français, c'est une des plus anciennes communautés qu'on peut retrouver au Québec ou au Canada. Ce qui fait une différence, je me souviens de la série de Télé-Québec Décoloniser l'histoire.
Je veux dire, il y a 2 saisons de sortie maintenant. Je ne pense pas qu'il ait parlé de cet épisode-là. Mais la plupart des autres communautés, mis à part les Premières Nations ou les Inuits, ça va être souvent des communautés qui arrivent. Par exemple, l'immigration chinoise à la fin du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, ou des communautés qui arrivent par la suite. Alors que ce qu'on oublie, c'est ça que je trouve fascinant dans ce que tu nous racontes, c'est que justement, la communauté noire, c'est une des, on pourrait dire, des plus anciennes. C'est vraiment c'est quasiment un peuple fondateur, on peut regarder ça de même. Quasiment, c'est ça. Oui, c'est la troisième. C'est la troisième présence la plus ancienne après autochtones français. Parce qu'Olivier Lejeune arrive même ici avant en les Britanniques. 1729. Comme on disait au début, il arrive du vivant de Champlain. Tu sais, Champlain décède en 1935. Olivier Lejeune arrive en 1629. Avant, comme Joe vient de dire, c'est avant les Britanniques. Oui. En fait, il arrive. C'est avant l'arrivée des premiers Britanniques dans les 13 colonies. Là. Oui, pourtant, c'est à nulle part. C'est pas écrit, c'est pas publicisé. C'est ça. Mais les premiers Britanniques, peut-être que je suis en train de me mêler dans mes dates. Les 13 colonies commencent quand fin 1507, Jamestown, en 1607. Ouais. Puis les premières personnes asservies africaines arrivent en Virginie en 1619. Donc, seulement 10 ans après, il y a déjà une présence africaine ici. Donc, on ne suit pas de très loin les États-Unis. J'avais une question. Tu allais embarquer justement sur le sujet, le premier. Tu as dit son nom, Olivier Lejeune. Ouais. C'est qui ce... Parce que Olivier Lejeune, on s'entend, c'est le premier à être arrivé, c'est un enfant. C'est qui cet enfant-là? D'où ce qui arrive? Pourquoi que c'est un enfant? C'est pas un adulte qui arrive? C'est quoi Peux-tu nous faire un peu une histoire d'Olivier Lejeune, s'il te plaît? Oui, donc celui qui a été appelé Olivier Lejeune, c'est le premier résident africain permanent du Canada. Mais ce n'est pas la première présence noire ici. Il y a eu au moins 2 autres personnes qui sont venues avant, qui accompagnaient Samuel de Champlain lors de sa tentative de colonisation à l'île Sainte-Croix en 1604, puis la fondation de Port-Royal en 1605. Donc, il y a un homme qui est mort du scorbut en 1604 sur l'île Sainte-Croix. Puis, il y a l'énigmatique Mathieu d'Acosta, qui, on ne sait pas s'il est venu lors de ces voyages-là. Il est possible qu'il soit venu avant, mais on sait qu'il a été engagé par le boss de Champlain, Pierre Dugas-de-Mont, pour agir en tant qu'interprète lors de la fondation de Québec. Mais il ne viendra pas ici. Il va se retrouver en prison en 1609. Donc, eux seraient partis ou venus morts, mais Olivier Lejeune arrive avec la prise des frères Kirk en 1629. Et il est amené par les Kirk, c'est un enfant, parce que, bon, tu sais, en esclavage, il n'y a pas de cellule familiale. Donc, tu sais, lui, il a été acheté, on ne sait pas où, en fait. Il y a des sources, il y a 2-3 sources où est-ce qu'il est mentionné dans nos archives. Il y a une source qui dit qu'il est de Madagascar. L'autre source dit qu'il est de la côte de Guinée, ce que les Européens appelaient la côte de Guinée, qui est toute l'Afrique de l'Ouest, là, de la Mauritanie jusqu'au Cameroun. Et donc, ce jeune homme est soit malgache, soit ouest-africain, arrive ici en tant que personne asservie, en tant qu'esclave. Il est vendu 50 écus au traître Le Bailly. Le Bailly, qui est un Français qui travaille pour les Kirk. Et quand les Français reprennent la colonie avec le traité de Saint-Germain-en-Laye en 1632, les Kirk s'en vont, le Bailly aussi, et il va confier ce jeune homme à Guillaume Couillard. Et lui va rester chez Guillaume Couillard le reste de sa vie jusqu'à son décès en 1654. Il va être baptisé par les Jésuites, par le père Paul Lejeune, et c'est là qu'il prend son nom Lejeune. En fait, c'est là qu'on lui donne le nom Lejeune. Et comme je dis toujours, dans mes conférences, je demande aux jeunes, est-ce que c'était comme ça que sa mère l'appelait? Est-ce que sa mère l'appelait Olivier Lejeune? Est-ce que ses cousins, ses cousines l'appelaient comme ça? Non, nous, on n'a pas le choix aujourd'hui de l'appeler comme tel. Mais sa véritable identité africaine n'a pas survécu à la traversée de l'Atlantique, comme pour des millions d'autres Africains qui ont été déracinés et asservis dans les Amériques. Et donc, il avait un autre nom. Il faut toujours se rappeler
qu'il avait un autre nom, une autre identité, mais qu'on n'a pas le choix de l'appeler Olivier le Jeune. Ouais. C'est pas On pense à ça comme ça. Hein. Pardon? C'est pas comme les Irlandais qui ont pu, les orphelins irlandais de ceux qui traversaient l'Atlantique ont pu garder leur nom, le nom de leurs parents. Je crois qu'on a beaucoup de francophones qui portent des noms en consonance anglaise ou irlandaise. On a un commentaire, une question de Yves Nadeau qui dit dans les 17e et 18e siècles, est-ce que c'est tous les Afro-Canadiens qui étaient esclaves ou il y avait des gens libres, alors des hommes libres parmi ces... Des affranchis. Oui, selon Marcel Trudel, lui, il a estimé que 4% de la population asservie, de la population afro-canadienne ou afro-québécoise était libre au Québec. Donc, 4% sur 1443-44, c'était une quarantaine de personnes. Et en fait, il y a des gens qui ont été affranchis, d'autres qui s'enfuyaient aussi et qui, sous le couvert de l'anonymat, changeaient d'identité et ainsi devenaient libres. Donc, il y a eu des personnes libres, des hommes et des femmes aussi. Donc, on a le cas de cette femme qui s'appelait Angélique Denise, qui est assez particulier parce qu'elle a été achetée pour marier le bourreau Mathieu Léveillé. Mathieu Léveillé est un bourreau esclave de Martinique et c'est lui qui a exécuté Marie-Joseph Angélique en 1734. Oui, après l'incendie. Oui, et ça l'a plongé dans une profonde dépression, à tel point qu'on s'est dit, ben écoute, t'es tellement dépressif, il a été pendant 8 ans, t'es comme, tu sais quoi, on va t'acheter une femme. Donc, on a acheté une esclave martiniquaise. Pour que tu puisses continuer à faire ton travail, tu sais. Ouais, ben tu sais. C'est pas par bonté de cœur. Non, c'était parce que, écoute, on t'a acheté puis fais ton boulot, tu sais. Fait qu'ils ont acheté cette femme-là en Martinique, était condamnée à mort, on lui a donné le choix entre venir marier le bourreau ici ou être exécuté. Et est arrivé ici, mais Mathieu Léveillé, il était malade et on voulait pas les présenter pour pas la contaminer. Hein, parce que c'est des gens qui sont traités comme du bétail, puis on ne veut pas qu'elle meure parce que on l'a acheté, puis on ne veut pas qu'elle meure de maladie. Et Mathieu Léveillé décède et elle a été revendue à un marchand du nom de... j'ai oublié son nom. C'est un Charret, quelque chose Charret, je ne me souviens plus de son prénom. Mais toujours est-il que, selon l'auteur Serge Billet, il l'aurait affranchi puis il l'aurait marié. Parce qu'ils ont eu des enfants d'abord. Et le fait d'avoir des enfants d'abord nous ramène toujours au sévice sexuel. Il n'y a pas de consentement en esclavage, tu vois. Et donc, ils ont eu des enfants, il l'a affranchi, puis il l'a marié. Et donc, OK, c'est dans cet ordre-là. Okay, ouais, exact. Et donc, ça, c'est cette femme-là était dans les années 1740 ici. Ah ouais, ça fait... Mais juste pour se donner un point de repère aussi, à quel moment on abolit officiellement l'esclavage en Nouvelle-France au moment de la conquête? C'est juste pour savoir où ça se termine. Où on parle l'esclavage n'est pas aboli sous la Nouvelle-France. Il disparaît sous le régime anglais. Et ici au Québec, on ne parle pas d'abolition de l'esclavage, mais bien de disparition de l'esclavage. Il disparaît devant les tribunaux au début des années 1800 à Montréal, devant le juge James Monk, qui refuse de condamner les personnes en fuite, les personnes asservies en fuite, parce qu'il découvre qu'il n'y a pas de fondement légal à l'esclavage ici. Et donc, il dit, il n'y a pas de loi, je ne peux pas les punir. Et donc, l'esclavage disparaît. Il y aura tout de même une offensive des esclavagistes. Ceux de Montréal vont demander à un homme de les représenter au Parlement pour déposer un projet de loi. Et cet homme s'appelait Joseph Papineau. Ah ouais. Le père de l'autre. Le père de Louis-Joseph Papineau. Et Joseph Papineau avait un esclave. En 1792, il achetait un homme du nom de Prince. Et donc, Louis-Joseph Papineau a grandi avec un esclave chez eux. C'est une famille pour situer un peu la famille Papineau, c'est une famille de seigneurs de longue date, ça. C'est pas des paysans, là, c'est une famille de seigneurs. Ah oui, tout à fait. Puis, une parenthèse, dans cette parenthèse encore, si vous regardez les lettres que Louis-Joseph Papineau envoie à son fils pendant la guerre de sécession aux États-Unis, passez-moi l'expression, c'est un hostie de raciste.
Fait que, en tout cas, tout ce qu'il écrit par rapport à ces gens sont en train de sacrifier, comme il voit les abolitionnistes comme des extrémistes qui sont en train de sacrifier cette belle union-là pour cette cause. Cette belle liberté, cette terre promise. Oui, exactement. Puis, tu sais, on le voit avec les Noirs dans le Nord, dans les États du Nord, comment ils se comportent. En tout cas, c'est pas nécessairement une belle chose pour eux, la liberté. En tout cas, ils répètent. En même temps, excuse-moi Webster, mais en même temps, l'esclavagisme, à partir des années 1820 à 1850, là, c'est une pratique qui tend à être justement réglementée en Occident, qu'on pense en Europe. Les États-Unis, on s'entend que ça a pris une guerre civile pour régler la question. Mais c'est une pratique au début du 19e siècle qui tente à être mise de côté, là. Oui, puis en Amérique, en Europe. Oui, donc c'est ça. Ici, ça disparaît, c'est pas aboli. Donc, l'abolition officielle, c'est 1er août 1834, la date d'abolition dans l'Empire britannique, parce qu'on fait partie de l'Empire britannique, mais ça fait 30 ans que l'esclavage a disparu ici. Mais dès la fin du 18e siècle, dans les cercles intellectuels de France, d'Angleterre, aux États-Unis, les gens discutent de la moralité de l'esclavage. Tu sais, il y a la décision Somerset en 1772 en Angleterre. Dans les années 1780, tu as la Société des Amis des Noirs qui est créée à Paris, tu as la Société abolitionniste qui est créée à la même époque à Londres. La traite est abolie en 1807. Donc, l'esclavage existe, mais on n'a plus le droit, techniquement, de déporter des Africains vers les Amériques. Mais les gens vont continuer à le faire. Il faut qu'on les produise nous-mêmes. Il faut qu'on s'autosuffise, on va dire. Oui, les États-Unis abolissent la traite en 1808, ce qui va donner naissance à ce qu'ils appellent le deuxième esclavage, où là, ce sont des gens du sud, je veux dire le sud-nord, c'est-à-dire les États les plus hauts dans le sud qui vont envoyer des esclaves vers les États du sud-sud. Et donc, il y a ces réflexions-là. Et c'est des réflexions qui sont un peu hypocrites, par exemple. C'est-à-dire que à la fin du 18e siècle, je pense que c'est William Pitt en Angleterre, le premier ministre, qui va pousser son ami William Wilberforce vers la lutte abolitionniste parce qu'il veut nuire à la France. Parce que la France dépend de ses colonies sucrières, Martinique, Guadeloupe, Saint-Domingue, qui est sur le bord de péter avec la Révolution haïtienne. Père d'Haïti aussi. Ouais. Ben, exactement. Donc, lui, c'est un peu une manière... Lui, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est en fait couper l'herbe sous le pied des Français, surtout que l'Angleterre est en train de développer l'Inde. C'est en train de, pas de développer l'Inde dans le sens développement technologique, mais dans le sens de développer sa colonisation, développer l'apport économique de l'Inde à l'Angleterre. C'est ça, toujours dans le cadre impérialiste anglais. Et donc, ce sont des abolitions qui sont hypocrites. Les gens ne le font pas par gaieté de cœur. Il y en a que oui, on s'entend. Tu sais, Wilberforce, je pense qu'on peut penser qu'il y a une bonne volonté, Thomas Clarkson, tout ça, mais du point de vue des lords anglais, ils s'en foutent pas mal, tu sais. Mais même dans les abolitionnistes américains, il y en a beaucoup qui voyaient justement les esclaves affranchis comme des consommateurs pour l'industrialisation qui commençait à se faire dans le Nord. Donc, on avait besoin de clients pour acheter nos biens. On ne voulait pas les libérer, on voulait les faire dépenser pour exploiter, mais d'une autre façon, dans le fond. Puis d'un autre côté, corrige-moi Webster si je me trompe, mais d'un autre côté, les propriétaires d'esclaves, il faut qu'ils nourrissent leurs esclaves, il faut qu'ils les vêtissent, il faut qu'il y ait un abri, etc. Fait, à un moment donné, l'esclavage n'a aucun sens. Tu ne fais pas plus d'argent avec des esclaves qu'en les payant, tout simplement. Puis comme Joe vient de dire, ils vont consommer. En étant payés, ça devient des clients potentiels. Là. Oui, ben, tu sais, c'est sûr qu'économiquement, ça faisait du sens pour les gens parce qu'ils le faisaient. T'sais, les gens le font pendant des siècles. Fait que c'est qu'il y a une bonne raison. Sûr qu'ils ne vont pas le faire pendant des siècles s'il n'y a pas un profit qui rentre. Dans un esprit de commerce triangulaire, dans un esprit mercantile, oui, mais dans un esprit de début
d'industrialisation. Aucun sens. Et tu vois, au fin 18e, début 19e, en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, c'est un peu comme ça que ça va disparaître. Parce que les esclavagistes vont se rendre compte que c'est plus rentable de payer du cheap labor noir que de les asservir. Fait qu'il y en a beaucoup qui vont les affranchir puis qui vont plutôt les engager comme cheap labor parce que pour eux, ça va faire plus de sens économiquement. Tu sais. Tu sais, oui, aux années 1950-1960 avec la reconnaissance des droits civiques puis toutes les conditions de vie impossibles qu'on faisait subir aux gens affranchis depuis très longtemps aux États-Unis. Oui, vas-y, Stéphane, mon cher. Oui, Webster, j'espère que tu n'avais pas préparé une présentation formelle avec des points qui s'enchaînent, parce qu'avec nos questions, probablement qu'on est en train de faire tout ça. Je n'avais rien préparé. Il va falloir qu'on le réinvite une deuxième fois. J'avais rien préparé, puis j'adore ça. J'aime mieux ça comme ça, je te dirais. C'est ce qui me plaît. OK. Moi, j'ai une réflexion une question qui va dans le sens de ce qu'on disait tantôt, tu sais, te dire, cette communauté-là qui est parmi nous depuis le tout début de la colonie. 400 ans. Et qu'on a littéralement oublié, elle va donc perdurer, se développer dans le temps. Et comment, si on le sait, je ne suis pas sûr que même l'historiographie soit capable de nous le dire, mais comment se déroulent les relations avec les vagues subséquentes du migrant noir? Par exemple, on pense au Underground Railroad, c'est-à-dire aussi bon nombre d'esclaves du sud des États-Unis qui s'enfuient et qui vont, entre autres, se réfugier au Canada. Et les vagues qui vont suivre aussi des autres vagues d'immigration, surtout au 20e siècle. Comment se passe cette relation, cette intégration? Est-ce qu'on le sait? Oui, il y aura plusieurs vagues d'immigration afro ici. Puis ça va suivre, comme tu as les loyalistes noirs lors de la Révolution américaine. Tu as la guerre de 1812. Les gens qui vont se battre du côté de l'Angleterre, les réfugiés qui vont quitter les États-Unis. Après ça, tu as toute cette vague de l'Underground Railroad, qui, curieusement, est le seul moment dont on se souvient dans notre histoire. On les a accueillis, on est des sauveurs, libérateurs. Exact. Mais on raconte jamais leurs conditions d'adaptation quand ils arrivaient ici. Après ça, tu as eu tout le 19e siècle, les chemins de fer aussi. Vers la fin du 19e, début 20e siècle, il y a eu cette vague d'immigration-là. Toute une vague en 1911, des gens qui quittaient beaucoup l'Oklahoma pour venir se réfugier ici. Puis après ça, le reste du 20e siècle. Mais ici, pour ce qui est des Afro-Québécois, Québécoises, Canadiens, Canadiennes, ce que je dis toujours, c'est que les gens étaient là, mais il n'y avait pas de mobilité sociale. C'est-à-dire que ta seule chance de te faire une situation, c'était l'entrepreneuriat. Et donc, tout au long du 19e siècle, l'un des métiers les plus courants pour les Nord-Américains, parce que c'était la même chose dans les États du nord des États-Unis, c'était barbier. Les gens étaient des barbiers, des restaurateurs, des blanchisseurs. Dans la deuxième partie du 20e siècle, dans la deuxième partie du 19e, première partie du 20e, les gens sont porteurs. Mais dans les villes. Dans les wagons-lits, etc. Mais les gens, ils ne deviennent pas avocates ou avocats. Il y en a que oui. Il y a des individus qui deviennent avocats, avocates, médecins. Mais, et tu vois, je l'ai féminisé, mais pas à l'époque, là. C'est une habitude d'essayer d'être plus inclusif, là, mais plus avocat que avocate, tu sais, mais tout ça, en tant que groupe, ces gens demeurent dans le bas de l'échelle sociale et il n'y a pas nécessairement d'avancée professionnelle pour ces gens-là dans le cadre classique du terme, devenir un col blanc, un fonctionnaire ou XY, tu sais. Est-ce qu'il y avait un esprit de communauté à travers ces gens-là ou justement ils étaient tellement préoccupés par leur propre survie, je veux dire, qu'on ne s'occupait pas vraiment justement de cette espèce de communauté afro-descendante ou afro-canadienne? Oui, il y avait un esprit de communauté. C'est sûr qu'à l'époque de la Nouvelle-France, on n'a pas très peu en fait d'informations sur les interactions entre les gens. Mais on sait qu'au 19e siècle, notamment en 1830 à Montréal, il y avait un homme qui s'appelait Alexander Grant. Et c'est le premier activiste noir au Québec. Et lui, il va utiliser les journaux
pour dénoncer le racisme systémique à l'époque. Parce que tout ce que je vous dis là, finalement, ce sont les racines du racisme systémique dont on parle aujourd'hui, cette absence de mobilité sociale qui empêche d'accumuler de la richesse, d'accumuler de la propriété, le transfert intergénérationnel de richesse, etc., crée ce statu quo inégal-là, qu'on voit, dont on est témoin encore aujourd'hui. Et donc, dès les années 1830, Alexander Grant va dénoncer ces choses-là. Lui, il meurt subitement en 1838, mais il y aura d'autres gens qui vont le remplacer, qui vont essayer de combattre pour la communauté, rassembler les gens. Les porteurs vont être des vecteurs politiques, ils vont être des vecteurs de militantisme et eux vont mener la fronde contre le racisme et les pratiques ségrégationnistes. Parce qu'il faut le dire, on vit la ségrégation ici aussi. Même si c'est pas codifié dans un code de loi. Exact, c'est pas codifié, c'est pas écrit à la porte, genre colored only, white only, mais tu vas au théâtre Lowe's au début des années 1900, puis les Blancs s'assoient au parterre, puis les Noirs s'assoient au balcon. Puis il y a des gens qui vont combattre ces pratiques-là, puis on va donner la raison aux tenanciers. On va dire, c'est liberté de commerce. Il y a un cas très connu, un cas classique est celui de Fred Christie dans les années 1930, en 1936, qui se fait refuser une bière au Forum, à la taverne du Forum, la taverne York. Et lui va se rendre jusqu'en Cour suprême. Et en Cour suprême, on va dire, écoutez, c'est le droit du tenancier. Et donc, c'est quelque chose qui est présent jusque dans les années 1950. Tu sais, le premier ministre de la Barbade, qui s'appelait Grantley Adams à l'époque, en 1954, est de passage à Montréal et tente de louer une chambre au Windsor Hotel, à l'hôtel Windsor à Montréal, puis on lui refuse la chambre parce qu'il est noir. Et Ottawa va être obligé de s'excuser, ça va faire un incident diplomatique, tu vois? Clairement. Oui, le château Frontenac, il y a plusieurs cas où est-ce qu'on sait le château Frontenac a refusé des personnes noires. Benito Sylvain en 1907, qui était un grand intellectuel haïtien. Marian Anderson, la grande chanteuse afro-états-unienne, se fait refuser une chambre en 1932. Puis après ça, elle va devenir une méga star, qui revient en 1946. Puis on est comme, OK, c'est bon, on va t'en louer une suite. Cette fois-ci, on te laisse une chance. Tu disais, Webster, juste en revenir un peu sur les cinémas. Les cinémas, là, c'est vrai ce que tu dis parce que le parterre était réservé aux Blancs. Et puis, comment je pourrais dire, le plus haut, mettons, là. Oui, le balcon. Le balcon, c'est ça. Ouais. Le balcon, il y en a qui appellent ça le Monkey's Nest. Exact, la cage à singe. Ouais, le nid de singe. Ouais, ça montre un peu que c'est pas. Là, je parle pas des États-Unis, je parle pas de l'Alabama, là. Je parle au Canada, là. C'est pas un problème importé, là, comme dirait si bien Mathieu Bocoté. Exact. Puis je vais vous citer le titre d'une enquête qui a été faite par un journal qui s'appelait L'Autorité à Montréal. C'est en 1953. Ça dit « Comparé à l'Alabama, Montréal demeure le paradis des haines, en autant qu'il soit porteur de bagages ou serreur de souliers. Sur 6000 haines, pas un policier, pas un facteur, pas un conducteur de tramway. » Donc là, on est dans les années 1950. Quand on veut illustrer cette absence de mobilité sociale, là, on l'a dans notre face à travers ce type de journal. Du moins, dans le fond, ce qu'on dit, c'est sois content de ce que t'as, ferme ta gueule, puis vis ta vie. Compare-toi à ce qu'il y a ailleurs, comme en Alabama. Exactement. Considère-toi chanceux qu'on te donne la chance. Exactement. Oui, puis c'est une pratique qu'on voit encore aujourd'hui, c'est-à-dire dire ouais, mais là, on n'est pas les États-Unis. Ouais, mais vous voyez ce qui se passe là-bas. Tout le temps, cette comparaison-là. Ben non, on n'est pas c'est pour nous déresponsabiliser de la situation. Puis ça revient, puis Stéphane, je sais que tu voulais intervenir, mais je reviens tout de suite parce que on parlait de comparaison, ce qui se passe autre part. Puis au 19e siècle, une des raisons qui fait qu'on a oublié l'esclavage ici, c'est qu'on se trouvait donc ben bon face aux États-Unis. Puis je parle pas juste en tant que Québécois, en tant que Canadien, partout, c'est comment regarder ces horreurs aux États-Unis. Puis on lit les journaux de l'époque, puis on voit les gens sont scandalisés de l'esclavage, sont scandalisés des lynchages au 20e siècle, etc. Mais on l'a complètement oublié parce que ça nous permet de prendre le pas, du moins de monter sur un bloc, un bloc, puis nous dire, regardez ces Américains. Regardez les gens de haut. Là.
Vas-y, Stéphane, après ça, je vais montrer un commentaire. J'aimerais ça prendre la question de Yves Nadeau là, qui pose la question. C'est ça, si tu peux la mettre, je la trouve intéressante aussi. Et, moi, je vais te laisser répondre, Wester. Là, Oui, la question, à la fois, pour ceux qui sont en podcast, on dit Yves Nadeau qui dit si l'histoire des Afro-Canadiens était plus connue et enseignée à l'école, croyez-vous que ça aurait aidé à combattre le racisme ou que ça aurait rien changé au fond? Je me pose cette question-là aussi. Je pense que ça permet de mieux comprendre notre identité collective. Tu sais, tantôt, tu l'as dit, Stéphane, c'est l'une des plus vieilles présences ici sur le territoire. Et donc, ça permet de donner de l'ancienneté et de combattre cette extériorité dont je parlais. Toutefois, comme je dis toujours, le fait de savoir qu'Olivier le Jeune est arrivé en 1629, c'est pas ça qui arrête le profilage racial. Le juge ou le policier va pas se dire « Ouais, c'est vrai que si Olivier le Jeune est arrivé en 1629, peut-être je vais pas le coller. » Donc, je pense que c'est des informations importantes à avoir, à connaître en tant que société. Toutefois, c'est pas suffisant pour combattre le racisme. Parce que là-dessus, moi, c'est pour ça que je suis encore vraiment. Cette découverte-là, cette prise de conscience, disons, là, que tu as fait réaliser ce soir, je la trouve importante parce que moi, je pense que ça aurait peut-être un effet mineur, tu vas me dire un effet très délétère qu'on ne serait pas capable de mesurer, mais je pense que oui, parce que ce que ça ramène, c'est que finalement, les Afro-Québécois sont membres de la communauté depuis très longtemps. Ça normaliserait les choses. Hein. C'est ça. Et donc, ça amène beaucoup plus, je pense que ça peut ouvrir beaucoup plus cette idée de hey, on fait partie tous de la même famille, encore même si ça devrait s'appliquer à tout le monde, là, vous allez me dire, là, mais je veux dire, cette histoire, un des ciments d'une communauté, c'est son histoire commune. C'est le fait de dire nous avons traversé ensemble un certain nombre d'épisodes, d'épreuves, de trucs comme ça, puis plus tu es capable d'asseoir ça sur une base historique lointaine, je sais que vous allez me dire que c'est artificiel jusqu'à un certain point, mais je pense qu'elle a une possibilité d'être plus solide, doit tout le monde trouver une certaine légitimité. Ça peut pas être pire, ça c'est sûr. Oui, ça c'est sûr. Puis aussi, je pense surtout aux jeunes Afro-Québécois, Québécoises aujourd'hui, à qui ça peut donner un plus grand sentiment d'appartenance. Parce que, moi, je l'ai vécu. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai jamais vu ma réalité traduite dans notre sphère culturelle et médiatique. C'est-à-dire que j'ai jamais vu ma réalité de métisse de Limoilou traduite à la télé. Je me rappelle, il y avait Jasmine dans le temps, puis j'étais content que Jasmine, la policière, là, la télésérie, je sais pas si ça vous dit quoi. Oui. Mais ça m'avait parlé quand j'étais jeune. Puis c'est la seule fois dans l'histoire télévisuelle que j'étais comme « Ah, shit, enfin! » Tu vois ce que je veux dire? Et le seul exemple qui me vient en tête, c'est Nadège dans Watatata. C'est un des seuls personnages afro qu'on voyait dans les années 90. Fait tu sais, il y avait peu de cette représentativité-là dans les productions télévisuelles ou radiophoniques du présent, à l'époque. Et encore moins en histoire. Mais si tu arrives à te voir dans les livres d'histoire, tout d'un coup, ton ancrage est plus solide. Tu es comme, oui, j'y suis aussi. Tu sais? Donc, il y a ce travail de représentativité à faire dans le présent, mais il y a aussi dans notre manière de représenter le passé. Surtout quand je veux dire, c'est un passé qui est réel, ça s'est passé pour vrai. Et faut en faire plus de place si on veut consolider cette identité-là. Tu sais. Je peux revenir maintenant à la question que je voulais aussi initialement poser, parce que je m'intéresse beaucoup à l'histoire militaire et notamment, je connais beaucoup le rôle dans lequel on a cantonné ou qu'on a donné, par exemple, au bataillon afro-américain. Pendant les deux guerres mondiales, est-ce qu'on a documenté le rôle des Afro-Canadiens ou des Afro-Québécois dans Tout à fait. la guerre? Ben, tu sais, il y a eu pratiquement toutes les guerres qui ont été combattues à partir de la Nouvelle-France. Il y a eu des Afro-Québécois, j'intègre encore, mais non, des Afro-Québécois ou des Afro-Canadiens. Tu sais, la bataille des Plaines d'Abraham, il y avait 33 Noirs dans l'armée de Montcalm. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils faisaient, probablement qu'ils faisaient du travail de
J'ai perdu le mot, mais tu sais, c'est peut-être, je pense pas qu'ils combattaient, mais les aides de camp qu'on appelle. Ouais, tu sais, mais c'est écrit dans les registres 33N d'être répartis dans différents bataillons. Après ça, tu as eu la guerre de 1812. Il y avait des Noirs qui se sont battus. Il y a des milices noires. Même Salaberry, son chauffeur était noir. La rébellion des Patriotes, tu avais un bataillon noir qui s'est battu contre les Patriotes dans le Haut-Canada. Parce que pour les Afro-Canadiens, ils trouvaient que les Patriotes étaient trop hypnotisés par les États-Unis. Tu sais, ils étaient comme « Ah, les États-Unis, ça! » Puis pourquoi pas se rallier aux États-Unis? C'est comme « Ah, pour nous, en ce moment, bof! » Mais il y a des Noirs qui ont voté pour le Parti patriote à Montréal. Je pense à Jacob Abdallah dans le temps. Tu sais, Alexander Grant, dont je vous parlais, était comme « votez Tories, votez contre les patriotes. » Ces gens qui se prétendent esclaves, c'est comme nous, on sait c'est quoi être esclave. Tu sais. Ben, c'est ça, tu sais, après ça, Première Guerre mondiale, il y a eu un bataillon noir qui a été créé, le bataillon numéro 2 de construction. Parce qu'au début de la Première Guerre mondiale, il y a beaucoup d'Afro-Canadiens qui ont voulu s'enrôler, mais la plupart ont été refusés, tout simplement par racisme. Okay. Et finalement, Première Guerre mondiale étant, les taux de recrutement ont drastiquement chuté à partir de 1916. Le gouvernement en a besoin. Hein? C'est ça. Fait qu'ils ont dit, vous savez quoi, finalement, c'est pas une si mauvaise idée que ça, mais on ne le mettra pas dans des bataillons blancs où on va juste faire un bataillon noir qui s'appelle le bataillon numéro 2 de construction, qu'on a envoyé en Europe dans un bateau qui était ségrégué. C'est-à-dire, on les a même pas mis sur un bateau avec les soldats blancs. Ils avaient leur propre bateau qui n'était pas escorté. Parce que quand on envoie les bateaux traverser l'Atlantique, ils ont des escortes. Mais pas celle-là. Puis eux, ils ont été envoyés dans la forêt pour couper du bois, principalement couper du bois. Il y a une couple d'Afro-Canadiens qui ont été recrutés dans différents régiments, mais la plupart étaient au sein du bataillon numéro 2 de construction qui a été démobilisé en 1920. À partir de ce moment-là, les Afro-Canadiens ont pu intégrer l'armée régulière. Toutefois, il y a des branches qui leur étaient fermées, comme l'aviation, l'armée de l'air, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, prétextait que si tu voulais être dans l'armée de l'air, il fallait que tes deux grands-parents soient blancs. Il y avait un règlement spécifique. Ouais. Puis tu vois, je pense que c'est le 2e ou le 3e Canadien à recevoir la Croix de Victoria était un Afro-Canadien du nom de William Hall au siège de Lucknow pendant la mutinerie des Sipais en Inde en 1857. Il a été recommandé pour sa bravoure et donc il s'est battu pour l'Empire britannique à ce moment-là, reçoit la Croix de Victoria. Donc, tout au long de l'histoire militaire canadienne ou même de Nouvelle-France sous le régime britannique, il y a eu des Noirs qui ont participé. En 1858-59, il y a des Afro-Montréalais qui ont voulu fonder un bataillon noir. Pas un bataillon, mais une espèce de milice noire. Et ils ont pétitionné le gouverneur général pour qu'il leur donne le droit, mais il a refusé. Et là, quand tu lis les noms, c'est tous les noms des leaders de la communauté afro-montréalaise dans les années 1850. OK. C'est vraiment intéressant, ça. J'allais te demander une question, Webster. La série auquel tu as participé, Afro-Canada, parce que moi, honnêtement, je ne l'ai pas encore écouté. Est-ce que toutes ces informations-là que tu nous dis, c'est à l'intérieur? Est-ce qu'on peut en apprendre d'autres choses ou... c'est tout ce que je vous ai dit. Non. Mais il y a quand même beaucoup d'informations. Tu sais, je veux dire, on parle d'Alexander Grant, on parle d'esclavage, on parle de résistance des porteurs. Donc, tu sais, c'est plus beau que comment moi je le raconte. C'est-à-dire que, tu sais, il y a des beaux tableaux. C'est bien fait. C'est bien produit. C'est très, très beau visuellement. C'est attrayant, justement. Je trouve que ce que tu racontes ce soir, c'est quand même très bien. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais mettre le lien dans
dans le chat, puis aussi avec le YouTube. Il est disponible sur tout.tv, si je ne me trompe pas. Hein? Oui, exact. C'est sur Oui, tout.tv, ça s'appelle Afro-Canada. Je vais mettre le lien dans la description de l'épisode, que ce soit sur YouTube ou bien sur, en podcast sur les différentes applications. Oui, je vous confirme qu'il est très facile à trouver. Dans cette série-là, Webster, est-ce que c'est quoi ton rôle? En gros, est-ce que tu es juste un intervenant? Est-ce que tu as coécrit quelque chose? C'était quoi ton rôle? J'ai fait de la consultance au début, c'est-à-dire que le réalisateur Henri Pardo, on a eu des longues discussions. C'est-à-dire que je lui ai dit pratiquement tout ce que je connaissais par rapport à ça. On s'est assis, genre, on a commencé de Mathieu d'Acosta, puis on s'est rendu jusqu'au 20e siècle. Donc, j'ai chuté toute l'information que je pouvais. Et comme ça, lui, ça lui a donné un peu une espèce de certaines trames à partir de laquelle il pouvait greffer autre chose, fouiller, aller autre part. Par la suite, j'ai fait un peu de révision d'informations, c'est-à-dire que on avait des discussions, je pointais le doigt vers certaines choses, non, ça, on ne peut pas faire ça comme ça c'est bien, tout ça, mais il y a eu d'autres consultances aussi. Puis ensuite, j'ai animé. J'ai porté l'information à travers une animation. Là. C'est comme si on est dans une classe du futur où je suis avec des jeunes et je leur raconte cette histoire-là. À des jeunes, justement, qui se sentent interpellés par l'histoire que tu leur racontes. Ouais, et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a rien qui est scripté. C'est-à-dire que le réalisateur venait et disait, bon, ben là, j'aimerais ça que vous abordiez ce sujet-là. Donc, moi, je plongeais et je discutais avec les jeunes, je leur donnais de l'information. Puis les questions que vous entendez dans la série, c'est les questions des jeunes. À aucun moment, on leur a dit, hey, faut que tu poses cette question-là. Ou ça a été filtré, ou peu importe. Oui, après ça, il y a du montage qui est fait, mais toutes les questions, c'est vraiment des questions, des questions live, là. Ouais. Je sais que, Jay, tu vas me dire qu'on est en train de défoncer un peu notre timing. Je peux une dernière question? Si tu peut-être que tu me dire, un des facteurs de discrimination et de division qui a marqué toute l'histoire donc des francophones, des Canadiens français après la conquête, c'est la religion. Et comment la communauté afro-canadienne française, j'ai envie de dire, celle qui émerge de la conquête et aussi les vagues d'immigration suivantes, vont s'intégrer sur le plan religieux, c'est-à-dire est-ce que c'est un facteur qui s'ajoute encore aux autres de division en disant on a les catholiques d'un côté, on peut avoir des protestants ou des représentants d'autres églises de l'autre côté. Est-ce qu'on a une idée du portrait religieux? C'est un peu flou, mais ce que j'en sais, c'est que déjà sous le régime français, ils sont catholiques. C'est-à-dire que les gens qui sont servis, les esclaves, étaient baptisés. Oui, donc ils étaient baptisés, donc devenaient catholiques. Après ça, sous le régime anglais, on retrouve beaucoup des protestants. Des gens qui vont quitter les États-Unis, qui vont quitter les autres provinces, venir s'installer ici. Donc, plusieurs sont protestants. Et ce qui fait que lors des grandes années du chemin de fer clandestin, donc de 1820 à 1860 environ, il y a beaucoup de ces gens qui vont préférer s'installer vers l'Ontario, vers le sud de l'Ontario, vers les Maritimes, qu'ici, parce que c'est des anglophones protestants. Et donc, il y en a qui s'installent, comme admettons Shadrach Minkins, qui s'installe à Montréal. Mais il y a des gens comme Samuel Ringgold Ward, que lui, comme, tu sais quoi, je vais continuer. Il arrive à Montréal, puis je vais continuer jusqu'en Ontario, tu sais. Donc, il y a ce fait-là, justement, de la religion et de la langue qui fait qu'il y en a qui se sentent plus à l'aise à s'installer, même si c'est les gens parlant anglais à Montréal à l'époque, on est au 19e siècle. Là, mais c'est ça, il n'y a pas d'organisation communautaire aussi forte qu'ailleurs dans le Canada. Et, souvent, ces gens étaient organisés autour des églises. Fait que, c'est ça. Puis des églises noires, tu sais. Donc, tu as des églises noires en Nouvelle-Écosse, en Ontario, etc. Ici, c'est surtout, celle que je connais, c'est la Union United Church qui a été fondée en 1907, je pense. Donc, avant ça, il y a des Noirs qui vont à l'église, mais il n'y a pas
de communautés liées à l'Église très fortes, du moins de ce que j'en sais. Quelqu'un pourrait peut-être dire quelque chose de différent, ça, peut-être que je me trompe. Mais je pense pas que tu te trompes. Avec la présentation que tu nous as faite, d'où vient ton nom Webster? Tu es le Webster. Je pense pas. Je pense que Merci. les commentaires sont assez à jour. On va s'arrêter là pour ce soir, messieurs. Webster, je veux te remercier de ta participation dans Sur la Terre des Hommes. Je crois que tu nous as instruit beaucoup sur l'histoire des Afro-descendants. On a parlé de la Nouvelle-France, oui, mais du régime britannique aussi pendant les débuts de la Confédération, jusque dans les années 50. Ça a été un épisode, ma foi, succulent, mon cher. Succulent. Merci. Puis merci de m'avoir reçu, c'est vraiment apprécié. C'est toujours le fun de parler d'histoire avec des gens qui sont dans ce domaine-là. Merci pour vos questions aussi, là. Ça fait plaisir des fois, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent. Puis je vois que c'est le fun de parler avec vous. Vous connaissez le sujet. Puis, et on est intéressé plus loin. Ben, c'est ça, exact. Fait que merci pour votre intérêt, puis merci de m'avoir invité. Ouais, parce que de jeter un éclairage comme ça sur quelque chose qui n'est pas connu, tu sais, ou qui est laissé dans un angle mort. Salut! Il y a une fan qui vient d'apparaître dans mon écran, c'est pour ça. Mais d'aborder des angles morts comme ça, moi, je trouve ça toujours fascinant. C'est-à-dire, qu'il y a une partie de l'histoire dont auquel je me suis jamais arrêté, puis subitement de voir quelle importance ça peut avoir, puis comment elle est pertinente là, aujourd'hui à connaître. Je trouve ça toujours fascinant. Ouais, merci. Et puis Webster, je crois que mes deux collègues vont être d'accord. Je vais t'affubler de notre carte chouchou de Sur la Terre des Hommes. Alors, comme dans Tout le monde en parle, tu es toujours le bienvenu désormais dans Sur la Terre des Hommes parce que on a adoré notre expérience, je crois. Sans se consulter, je crois que c'est apprécié. Je vais essayer d'utiliser. Je n'ai pas utilisé celle de Tout le monde en parle. Je vais essayer d'avoir plus de succès avec vous. Encore merci, mon cher. Et puis, comme je viens de dire, tu es toujours le bienvenu. Ce serait le fun de te recevoir à nouveau parce que je sens qu'on n'a pas tout parlé. Je continuerai encore une heure, mais on essaie de se concentrer entre une heure et quart. Alors, merci beaucoup, mon cher Webster, encore une fois. Ça fait plaisir. On fera ça dans une couple de mois. Yes, certain. Jonathan Saint-Pierre, merci beaucoup à toi, mon cher. Grand plaisir. Je suis content de cet épisode. C'est un épisode qui vient un peu champ gauche avec ce qu'on fait d'habitude. Puis je pense que c'est bon, justement, qu'on ait des sujets un peu plus variés pour ouvrir, justement, la discussion avec tout le monde. Je pense que c'est un bon premier pas vers un peu plus de tolérance, peut-être. Oui, et puis on a des commentaires qui fusent dans le chat. Alors, on a Yves Nadeau, justement, qui dit tellement un bon épisode ce soir. Merci à Webster et à vous tous. Francis No, excellent, messieurs. Continuez à décoloniser l'histoire. Super, merci, mon cher Francis. Merci justement aux patrons, aux membres Patreon qui étaient là ce soir. Merci à nos abonnés de nous écouter. Le mois d'avril 2023, on s'en parlait un peu hors d'onde, mais ça a été un mois, on va le dire, record. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a été un mois record de Sur la Terre des Hommes en quasiment 250 épisodes. Alors, on vous remercie d'être au rendez-vous semaine après semaine. Et puis, merci à ceux qui s'ajoutent et puis qui restent et qui écoutent notre contenu. Voilà, je vais dire ça comme ça. Alors, merci aux abonnés, justement. Vous pouvez nous suivre sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Deezer, n'importe où. YouTube ou Sur la Terre des Hommes podcast. Merci à nos membres Patreon, justement, des curieux stagiaires, historiens, érudits, nos deux orateurs, Construction avec un S, Rivard de Rouyn-Noranda, et puis le miel Habitémis. Pour les rejoindre, c'est très facile. Vous n'avez qu'à vous rendre sur le patreon.com/SLTDH. Je vous invite aussi à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes podcast et Sur la Terre des Hommes de la communauté pour venir discuter avec nous. Comme j'ai dit en début d'épisode, vous pouvez rattraper l'épisode de la semaine en étant sur Touski TV sur Twitch. Alors, sur la chaîne de Touski TV sur Twitch, nous sommes là le dimanche à 18h, entre 18 et 19h. Alors, vous pouvez nous écouter là si vous avez manqué l'épisode.
Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes. Salut.